Merci Hélène Conway-Mouret, merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous représentez les Français établis hors de France. Vous êtes membre du groupe socialiste et vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. On va parler de l'influence française, notamment en Afrique, dans quelques instants. Mais d'abord, évidemment, l'actualité, ce sont ces législatives. J-7 et cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français, publiée ce matin dans la presse régionale. Cette dissolution était le seul choix possible pour prendre acte du vote des européennes et répondre au désordre en place et plus grand à venir. C'est ce que dit le chef de l'État. Vous n'adhérez pas à cet argument ? Non, mais vous savez, le chef de l'État, et cela fait 7 ans qu'il gouverne le pays un peu en solitaire, prend des initiatives, il pense avoir raison, et il a malheureusement cette propension à ne pas tirer les leçons de ce qui se passe, des décisions qu'il prend, et aussi cette propension à beaucoup parler, trop, souvent d'ailleurs, avec maladresse, et donc cette lettre s'inscrit finalement dans un mouvement de désespoir, je pense, pour son camp, où il voit que aujourd'hui, il n'est plus populaire, et la seule chose qu'il nous propose, eh bien, c'est de dire, puisque vous avez des extrêmes, et de parler de l'extrême droite, c'est correct, mais parler de l'extrême gauche, enfin, le Parti socialiste, les écologistes ne sont pas des partis d'extrême gauche, non plus LFI. Enfin, le Conseil d'État a dit très clairement que si, en effet, le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, son histoire, bien sûr, le confirme. Ce n'est pas le cas de LFI, qui est un parti qui est né avec Jean-Luc Mélenchon et son désaccord avec son parti d'origine en 2016. Donc là, nous avons des raccourcis finalement qui font que on nous dit d'un côté vous avez l'extrême droite, de l'autre côté l'extrême gauche. Comme les deux vous font peur, eh bien il faut voter pour moi. C'est ce qui s'est passé la dernière fois, lors de la dernière élection, et je pense que les Français sont las aujourd'hui de ne pas faire le choix d'adhésion, mais faire un choix pour ne pas avoir ce qu'ils ne veulent pas. Vous voyez, donc d'où le problème que nous avons aujourd'hui avec la politique qui est menée et qui est de toute évidence, en Nouvelle-Calédonie, on le voit aussi avec les violences, qui n'est plus acceptée et qui va dans le mauvais sens dans beaucoup de domaines, malheureusement. Il confirme dans cette lettre qui restera là jusqu'en 2027. Il a raison d'exclure de démissionner pour vous ? Pourquoi démissionnerait-il? Enfin, aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas ajouter du chaos au chaos. Je pense que nous sommes dans une situation qui est très grave. Et le fait que les Français aient envie d'aller voter massivement, on a vu depuis longtemps quand même l'abstention grandir avec le temps. Et là, on a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour cette élection, parce que les Français ont bien compris que l'heure était grave, qu'il allait se passer quelque chose d'inédit dans notre pays, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, et qu'il fallait un sursaut républicain. Et ce sursaut... Pour vous, c'est à qui l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ? Enfin, tous les sondages le disent, et puis je ne pense pas sincèrement que les Français se désavouent quelques semaines après avoir donné au Rassemblement national finalement une majorité, enfin en tout cas pas une majorité, mais ils ont voté majoritairement pour ce parti. Donc pour vous, le nouveau Front populaire ne peut que limiter le nombre de sièges du RN, il ne peut pas empêcher sa victoire. C'est pour ça, c'est pour ça que 4 partis ont décidé en un temps record de se mettre d'accord sur un programme qui normalement prend des mois, en tout cas au sein du Parti socialiste. Ce sont des contributions qui remontent des sections avec des discussions, validations au Bureau national, enfin tout un processus. Et là, en 3 jours, il a fallu rassembler les points essentiels sur lesquels les 4 partis qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes ambitions, et on l'a vu pendant les élections européennes, il y a même une certaine violence, voire brutalité dans les échanges sur certains points. Et pourtant, la gravité du moment a fait que ces 4 partis ont cru bon de se mettre ensemble pour faire barrage justement au Rassemblement national, en partant du principe que la droite n'est pas en capacité de le faire, et on voit bien les LR sont aujourd'hui malheureusement malheureusement pour eux, et peut-être aussi pour la France, parce qu'on a besoin de cette alternance quand même gauche-droite, sont dans une impasse avec une scission dans le parti. Et que donc il n'y a pas d'alternative. Et on ne peut pas simplement toujours donner aux Français le choix entre un candidat auquel ils n'adhèrent pas et celui qu'ils ne veulent pas. Jean-Luc Mélenchon, justement, qui a repris la parole ce week-end, il a dit qu'il avait l'intention de gouverner. Est-ce qu'il aurait mieux fait de se taire ?
Oui, absolument. Enfin, moi, je pense que là aussi, nous avons un manque d'adhésion à sa candidature. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas pris la mesure du changement dans la société française en un temps record, sur 2 ans. Et il reste, d'ailleurs, vous avez vu les affiches, où il s'affiche, il continue à s'afficher, afficher son portrait comme en 2022. Emmanuel Macron, je pense que les candidats ne le veulent plus, faisait la même chose. Mais au moins... Et les candidats ne veulent plus de Jean-Luc Mélenchon non plus? Alors, et chez les filles, je crois que là aussi, ce parti est entré dans une tourmente politique en interne. Et je crois que cette élection va peut-être créer une scission entre ceux qui aujourd'hui ne veulent plus de ce mode de gouvernance du parti et un candidat potentiel qui, lui, continue à s'exprimer seul contre tous, un petit peu comme le président Macron, finalement. D'avoir raison contre tout le monde, c'est quand même compliqué. Mais est-ce qu'au-delà des LFI, il va coûter des sièges au nouveau Front populaire? Est-ce qu'il peut vous coûter cher en nombre de députés? Oui, dans le sens que aujourd'hui, nous avons ce raccourci sémantique qui fait que le Front populaire est en fait LFI, réduit à LFI et donc réduit à Jean-Luc Mélenchon. Et dans l'esprit des gens... Pardon, mais c'est un raccourci sémantique ou c'est l'incapacité du PS d'avoir su tirer profit de la victoire de Raphaël Glucksmann? Tout le monde a été pris de court parce que, en effet, le Parti socialiste et Place publique arrivent en tête et 1 heure après... l'annonce du président a fait qu'il n'y a pas eu le temps de s'organiser et de regarder en fait ce qui s'est passé en effet il y a 2 ans, de trouver un accord avec un parti qui était arrivé très largement en tête, c'était LFI, et qui, puisque l'accord aussi était basé sur le fait que les sortants seraient préservés, on ne pouvait pas dire chez LFI les sortants dégagent et puis on va mettre d'autres à la place. Vous voyez, donc tout ça s'est fait dans la précipitation. LFI, ils se sont chargés eux-mêmes de virer certains de leurs sortants. Oui, ben alors ça, c'est, comme je disais il y a un instant, c'est les problèmes en interne à ce parti. Mais du coup, est-ce que ça affaiblit le Parti socialiste et ça affaiblit la victoire de Raphaël Glucksmann? Est-ce qu'il aurait pu naître de cette victoire la renaissance peut-être d'un courant social-démocrate fort? Oui, mais enfin celui-ci est en train de se créer, mais il a besoin de temps. Le Parti socialiste a quand même... mais il vous fera encore confiance, les électeurs, ceux qui ont voté pour Raphaël Glucksmann, parce qu'il a dit qu'il n'y aura plus jamais de NUP, qu'il n'y aura pas d'alliance avec LFI. S'ils ont un candidat socialiste ou écologiste, bien évidemment qu'ils ont ce choix-là. S'ils ont un candidat LFI dans leur circonscription, ça peut poser quelques problèmes à certains. Mais enfin, tous les candidats LFI ne sont pas aussi... sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qui l'entourent. Vous avez été ministre, vous, de François Hollande, qui pourrait faire son retour à l'Assemblée s'il est élu dans 15 jours. Quel rôle il peut jouer? D'abord, il va apporter je pense, de l'apaisement. Enfin, le quinquennat de François Hollande a quand même été un quinquennat où la France a été apaisée. Souvenez-vous, quand même, la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy était quand même assez violente aussi. Et puis là, on a à nouveau cette résurgence de brutalité finalement avec Emmanuel Macron. Donc un peu d'apaisement dans une assemblée qui en a besoin. Une politique, vous parlez de ce mouvement social-démocrate, de pouvoir peut-être l'incarner également. Mais enfin, tout ça va se faire en interne. Et puis, je pense que là aussi, au Parti socialiste, il y aura des discussions sur la base en effet, de cette victoire qui n'a pas eu le temps d'être digérée finalement, et de décider quelles sont maintenant les nouvelles voies que le parti veut suivre. Un mot sur le programme. Dans le programme, il y a notamment de la taxation des riches, des fortunes les plus aisées, 90% d'imposition pour la dernière tranche. Est-ce que ça risque pas de faire fuir les grands patrons et les emplois qui vont avec et de pénaliser l'attractivité de la France? Là où, pour le coup, Emmanuel Macron avait réussi à faire de la France une place forte pour l'attractivité des entreprises. Vous savez, d'abord, énormément de grands groupes ne sont pas taxés en France, malheureusement. Et c'est pour ça peut-être que les taxes sont aussi importantes sur les entreprises qui sont petites ou moyennes. Voilà, donc c'est un fait. Donc je ne pense pas qu'ils vont fuir. Mais vous approuvez cette taxation aussi élevée?
Vous savez, les Américains ne sont pas pour non plus taxer les grandes fortunes. Et pourtant, Joe Biden avait annoncé qu'il y avait un effort qui devait être fait dans une période critique. Les finances publiques, aujourd'hui, je pense, demandent à ce que, il y ait un effort de redistribution aussi. Et le programme, alors là, vous prenez un élément, mais enfin, c'est un programme quand même qui est basé sur le pouvoir d'achat aujourd'hui qui a besoin d'être relancé. Donc si les gens consomment plus, il y aura plus de revenus globalement, parce qu'il n'y a pas simplement les impôts, il y a la TVA, il y a toutes les autres taxes qui sont appliquées. Donc là, ce qui est décidé, c'est de relancer l'économie. C'est quand même le seul, le Front populaire est quand même le seul qui a présenté un budget. Alors on peut le critiquer, on ne peut pas critiquer les autres puisqu'il n'existe pas. Mais c'est un budget qui a des dépenses, certes, mais qui a aussi des recettes. Et dans ces recettes, on voit en effet l'écologie qui est très présente. Et puis dans les dépenses, moi je trouve que c'est un programme qui est aussi féministe, puisque nous avons eu hier des manifestations avec des femmes qui disent enfin c'est le seul programme qui va adresser les violences faites aux femmes, mais qui va aussi travailler à l'égalité salariale. Donc voilà, on pourrait discuter des grandes lignes et de ce que ce programme propose. On va parler des Jeux Olympiques. C'est dans un mois maintenant que débuteront les Jeux Olympiques de Paris. Il y a un petit événement aujourd'hui dans les transports franciliens. On va en parler avec Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous, bonjour. Directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Jacques, la première ligne du Grand Paris inaugurée aujourd'hui par le président de la République, c'est le prolongement de la ligne 14 du métro parisien. C'était attendu. Absolument, et donc c'est à temps pour les JO. Donc c'est le prolongement jusqu'à Saint-Denis-Pleyel au nord et jusqu'à Orly au sud. Madame Conway-Mouret, je voulais vous demander, vous qui représentez les Français de l'étranger, comment cette ouverture qui va améliorer sensiblement la desserte d'Orly, en attendant le Grand Paris, le Charles de Gaulle Express, qui va relier Roissy à la gare de l'Est, de façon directe aussi dans quelques mois. Je pense la ligne va bientôt ouvrir. Comment ces lignes sont perçues à l'étranger? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent les aéroports? Et plus globalement, je voulais vous demander si la perception du Grand Paris, qui a longtemps été présentée comme un facteur de renforcement de l'attractivité, on en parlait à l'international, pour redorer le blason d'une France parfois un petit peu bâchée, comme on dit. Est-ce que ça demeure? Parce que le Covid est passé par là, le défi climatique produit une forme de décote, si l'on peut dire, de l'idée même de métropole. Je voulais savoir, donc, ça fait beaucoup de questions en une, mais à la fois, ligne 14, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et puis, l'image de la métropole, celle du Grand Paris en l'occurrence, à l'étranger. Écoutez, je dirais pas que c'est une bonne nouvelle, je dirais que c'est une excellente nouvelle pour tous les usagers. Enfin, j'en fais partie, puisque mes collègues prennent le train pour rentrer dans leur circonscription, et moi, généralement, pour aller dans ma circonscription, qui est planétaire, je prends l'avion. Donc, de pouvoir aller sans encombre à Orly ou à Roissy et de gagner du temps, quand on pratique aussi un peu l'autoroute parfois pour aller à Roissy, dans les deux sens, on se dit que le Roissy Express, pour moi, c'est quelque chose c'est juste une excellente nouvelle. Pour l'image, c'est en effet de la prise en compte finalement de l'accès à la ville, puisque tous ceux qui viennent de l'étranger, bien évidemment, arrivent, à part les Européens, quelques Européens qui peuvent prendre le train, les autres arrivent par avion. C'est souvent le premier contact. Et si celui-ci doit être dans un embouteillage, dans un taxi, et de mettre 1h30 pour rejoindre la capitale, le premier sentiment peut être un sentiment de frustration, ensuite qui s'ajoute peut-être à d'autres. Donc là, nous donnons accès à la ville, au centre-ville, que les touristes viennent visiter ou que les hommes et femmes d'affaires viennent aussi travailler. Et donc, une excellente nouvelle. Et Jacques, une belle image. Quelle est l'image du Grand Paris? Est-ce que le Grand Paris demeure quelque chose qui, selon vous, contribue à l'intérêt notamment des investisseurs économiques pour la France? Oui, absolument, parce que c'est un des facteurs de l'attractivité de la France. En tout cas, pour passer
pas mal de temps avec des étrangers, l'attractivité de la France est basée sur nos infrastructures, beaucoup. La qualité de nos infrastructures, de notre système éducatif, enfin tout ce qui fait que, eh bien, ils ont envie de s'installer en France plutôt que dans d'autres pays. Et il serait bon que nous ayons aussi une stabilité politique qui fasse que cette attractivité ne soit pas endommagée. Alors justement, Jacques, vous avez une question là-dessus, sur la situation politique? Complètement, parce que ça n'a pas forcément, à part quelques commentateurs et quelques élus, peu se sont inquiétés du fait que il y a une probabilité non nulle que la France se retrouve dans un état d'instabilité plus ou moins forte le soir même de la grande inauguration des Jeux Olympiques sur la Seine, quand tous les projecteurs seront braqués sur nous. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez ça, vous qui êtes en contact avec les Français de l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui provoque de l'inquiétude chez à l'étranger? Oui, absolument. C'est le terme inquiétude est tout à fait correct. Puisque nous sommes en campagne et je passe du temps en visio avec les différentes parties du monde. L'inquiétude, c'est l'image de notre pays auquel les Français de l'étranger, bien évidemment, sont très attachés et peut-être sont un petit peu plus sensibles que d'autres, puisque c'est aussi le lien, la relation avec leur pays de résidence et la France. Et donc, une personne m'a dit, en fait, moi, je ne voudrais pas que cette image soit endommagée au-delà des beaux monuments que l'on va voir par l'image d'un Premier ministre qui représenterait tout l'opposé de ce que la France a comme image à l'étranger, pays des Lumières, terre d'accueil, pays des libertés, pays de l'égalité, de la fraternité, et que cet individu-là, eh bien, finalement, entache pour les 4 milliards d'humains qui vont être connectés à ces Jeux Olympiques, endommage l'image que l'on souhaite donner de notre pays, qui n'est pas simplement un site touristique avec des beaux monuments et un beau passé, mais un pays aussi dynamique où les Français aiment accueillir ceux qui veulent venir sur notre territoire. Merci Jacques, merci beaucoup. Les législatives, c'est à la une du journal du Grand Paris cette semaine. Dans la jungle des investitures, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Jacques Paquet, à très vite. Hélène Conway-Mouret, vous avez été ministre des Français de l'étranger. Vous suivez particulièrement ce qui se passe en Afrique. Le président sénégalais était en visite à l'Elysée vendredi dernier, l'occasion de s'interroger sur le recul de la France sur le continent africain. On voit ça avec Alex Poussard qui nous rejoint. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Hélène Conway-Mouret. Et Alex, la semaine dernière, le nouveau président sénégalais a rencontré pour la première fois Emmanuel Macron à l'Elysée dans un contexte de recul de la France en Afrique. Oui, il y a des signes de ce recul qui ne trompent pas, puisqu'on a appris la semaine dernière que le Niger avait retiré à l'entreprise française Orano son permis d'exploitation d'une importante mine d'uranium au nord du pays. Orano, c'est l'ancien Areva, entreprise française spécialisée dans le secteur nucléaire, et le Niger représente 15% des ressources exploitées par le groupe français. Alors cette décision du Niger, elle a été prise par la junte militaire qui a pris le pouvoir l'été dernier dans ce pays. La France avait dénoncé ce putsch, et depuis, eh bien, les relations entre la France et le Niger sont extrêmement tendues. En septembre dernier, Emmanuel Macron a dû rappeler les 1500 soldats français qui étaient présents dans ce pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Un scénario qui se répète ces dernières années dans la région, un scénario associé à un sentiment anti-français qui se développe dans les opinions publiques africaines. En 2022, l'armée française a dû se retirer du Mali, mettant fin à l'opération Barkhane. Et puis, 3 mois plus tard, retrait de nos forces du Burkina Faso, le Mali et le Burkina, 2 pays qui ont connu également des coups d'État militaires et qui sont passés sous influence russe. Les mercenaires russes de Wagner sont présents au Mali et le Burkina Faso s'est rapproché de Moscou. Dans quel pays africain la France est-elle encore présente? Alors il y a encore le Tchad. Les forces françaises y sont encore présentes pour combattre le terrorisme au Sahel. Emmanuel Macron a d'ailleurs salué l'élection du général Mahamat Idriss Déby, 37 ans, qui a été élu à la tête du pays après 3 ans de transition militaire pour prendre la suite de son père, Idriss Déby, qui a dirigé le Tchad pendant 30 ans. Ensuite, la France conserve encore une présence militaire au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le Sénégal, parlons-en. Le pays a vécu récemment l'élection d'un nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, un président de 44 ans qui a rencontré pour la première fois jeudi dernier Emmanuel Macron à l'Elysée en marge d'un sommet à Paris sur la vaccination en Afrique. Les 2 hommes ont confirmé qu'ils souhaitaient renforcer la relation
entre la France et le Sénégal, un signal de confiance important alors que ce nouveau président sénégalais tient une ligne politique souverainiste. D'ailleurs, son Premier ministre a récemment critiqué la France en dénonçant l'action de la France favorisant la répression de l'opposition sous la précédente présidence sénégalaise de Macky Sall, donc un gouvernement souverainiste sénégalais qui est assez critique vis-à-vis de la présence étrangère dans son pays, mais il semble que les relations entre la France et le Sénégal soient en train de se réchauffer. Hélène Conway-Mouret, d'abord une réaction à cette décision du Niger de retirer le permis d'exploitation d'une importante mine d'uranium à l'entreprise française Orano. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le secteur nucléaire français? Alors d'abord, ce n'est pas une surprise, puisque vous l'avez très bien démontré. Nous avons des tensions politiques avec ce pays. Nous avons été le seul et le dernier à défendre le président qui a été pris en otage. Et là aussi, avoir raison contre tous, c'est un peu compliqué quand même. Et donc, nous avons, avec l'épisode aussi de ne pas retirer notre ambassadeur, nous sommes rentrés dans un rapport de force. Et je crois que les Nigériens, pour l'instant, ne nous ont pas pardonné la façon dont nous nous sommes comportés avec eux. Donc là, aujourd'hui, c'est une junte militaire qui est à l'affût de financements importants parce qu'elle a besoin d'essayer de survivre et puis peut-être d'avoir aussi l'adhésion d'une population qui va malheureusement très vite, comme au Burkina, comme au Mali, se rendre compte qu'elle est au pouvoir mais qu'elle ne change rien dans la sécurité de la population. Et donc essayer d'avoir peut-être un apport d'argent en faisant appel à d'autres et en faisant monter un petit peu les prix par rapport à ces clients. Alors après, nous avons là aussi une Afrique plus généralement qui a envie de décider de ses partenaires. La France ne s'impose plus comme étant le partenaire naturel. Bon, on nous en veut pour beaucoup de choses, mais aussi nous avons, et ça c'est un sujet que nous avons pas pris en compte suffisamment tôt, c'est l'influence russe, mais qui n'est pas qui est pour prendre notre place, et notamment au Niger. Les Russes sont très intéressés par les mines, les Iraniens d'ailleurs aussi, ce qui est assez inquiétant. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons là des pays qui aujourd'hui font le choix des partenaires avec lesquels ils ont envie de travailler. Et la France, qui croit les connaître et qui pense qu'elle a une place privilégiée, l'a perdu cette place. Elle ne se plus en phase avec le développement très très rapide de ces pays, qui fait que aujourd'hui, ils se comportent autrement et que nous devons faire de gros efforts que nous ne faisons pas suffisamment. Et est-ce qu'Emmanuel Macron a une responsabilité dans ce recul de la France en Afrique ? Alors, par certaines maladresses, oui. On peut nommer à la fin de certaines visites qui se sont bien passées la phrase malheureuse, la maladresse, voire parfois l'insulte d'un président qui ensuite nous est renvoyé à chaque fois comme étant le président incarne finalement l'arrogance de la France, d'une France qui pense qu'elle a toujours raison, qui veut s'imposer et ainsi de suite. Donc oui, il y a une part de responsabilité bien évidemment, et une part de responsabilité de ne pas être suffisamment attentif à cette évolution et de mettre les moyens suffisants d'abord pour contrer la désinformation qui a lieu au sein des populations, parce que les Russes aujourd'hui ne s'adressent pas aux Africains comme nous le faisons nous dans notre langue en pensant que tout le monde parle français, mais dans les langues locales, par des radios locales et avec une efficacité assez importante. Alors moi je dirais pas qu'il y a un sentiment anti-français parce que nos ressortissants ne sont pas pris pour cible, mais il y a un sentiment anti-France qui aussi est le bouc émissaire dans des pays qui traversent des périodes de grande instabilité politique, avec des juntes qui sont arrivées au pouvoir, juntes quand même très corrompues aussi, qui font que, aujourd'hui, ils sont avides de pouvoir, avoir accès à des financements pour pouvoir rester au pouvoir. Dernière question, Alex. Est-ce que cette présence militaire française dans cette région, elle est vouée à disparaître ? Alors, le président a décidé, lui-même là aussi, de réduire la présence française. Ce n'était pas demandé par les Africains, en tout cas ceux qui sont mes interlocuteurs, qui voient dans la présence française dans les 3 pays que vous avez démontré sur la carte, finalement une certaine stabilité. Ils sont assez heureux que nous soyons présents, mais il faut que nous soyons présents différemment. Et cela est déjà en place depuis quelque temps maintenant, où nous sommes plutôt dans la formation, dans
l'équipement est moins visible aussi, avec des bases qui étaient un petit peu comme des camps retranchés auparavant, mais des bases aujourd'hui qui sont ouvertes avec... Par exemple, en Côte d'Ivoire, énormément d'Ivoiriens qui travaillent sur la base, donc c'est un emploi local aussi. Et puis, la sécurité qui est assurée par les locaux et une visibilité qui est moindre, où on sait que les Français sont là, mais les Français sont insérés. Ce n'est pas un camp, comme cela nous a été reproché à Gao, par exemple, d'avoir une force d'occupation qui sort de son camp pour faire des attaques militaires et ainsi de suite. Donc, la perception est différente, mais que l'on se retire comme ça et que nous décidions nous-mêmes de nous retirer n'est pas bon. Il faut que nous soyons en phase avec ce que nos interlocuteurs demandent de notre présence. Merci Alex, merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On parlera de la campagne des législatives. Et on va en parler évidemment dans le club, ce sera à suivre dans 20 minutes. Merci Hélène Conway-Mouret. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invitée.